Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon frère. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière. Bonjour, bienvenue dans Moyen-Orient Express, l'émission de Mediapart consacrée à l'actualité au Maghreb et au Moyen-Orient. Cette semaine, la Syrie et Alep bombardées à nouveau par le régime de Bachar el-Assad en cette fin du mois d'avril et début mai. قام الطيران المروحي صباح يوم الجمعة بإلقاء عدة براميل على مدينة حلب. طلعوا هون تقريبا شي 4 مروحيات، نفذوا ألغام بحرية، نفذوا على حي باب النيرب وحي مساكن الفردوس. صار أكثر. هاتوا لك يا شيخ، لك عايش لك عايش صح اتصاد اخيرك الله اكبر، يلا يا شباب الله اكبر. Des images terribles tournées à Alep le 28 avril par le reporter de l'AFP TV. Depuis 2011, le conflit a fait plus de 270 000 morts et cette semaine, des groupes armés opposés au régime ont eux-mêmes lancé des roquettes sur un hôpital d'un quartier loyaliste, faisant plusieurs victimes civiles. Comment mettre fin au combat et à l'impunité du régime syrien et des groupes armés? Comment ranimer l'espoir d'une transition politique en Syrie? On en parle avec deux invités. Ala Kodmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de l'ouvrage La Syrie promise. Et Nicolas Hénin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même journaliste et auteur de l'ouvrage Jihad Academy qui vient d'être traduit en allemand. Alors, Ala Kodmani, quel but poursuit Bachar el-Assad en bombardant Alep toute la semaine passée et en ce début du mois de mai? Je crois que c'est un peu le même but qu'il poursuit au départ, c'est-à-dire de garder la main, de se maintenir au pouvoir et de montrer encore une fois qu'il est prêt à utiliser tous les moyens possibles pour le faire. Maintenant, la différence cette fois-ci, c'est que il qu'il y avait une trêve. Il y avait une trêve qui était depuis le 27 il y avait déjà des négociations qui avaient commencé. C'est la campagne d'Alep, la nouvelle campagne d'Alep. Ça fait 2 ans qu'il y a des campagnes du régime contre Alep et que les tentatives d'encercler la ville se poursuivent. Mais cette fois-ci, cette nouvelle campagne de bombardement systématique et très violent a été faite pratiquement au même moment où s'ouvrait la session de négociation à Genève avec l'opposition. Et là, c'était vraiment pour montrer que, oui, voilà, c'est les règles du jeu. Genève ou pas Genève, justement, nous sommes les plus forts, l'armée syrienne aussi, et ses alliés, bien sûr. L'idée, c'était donc de profiter de la trêve pour prendre un avantage décisif. On sait qu'Alep, c'est une ville importante dans le dispositif syrien et en Syrie. Faire pression, surtout, militairement, sur l'opposition, sur les négociateurs, pour dire, voilà, où vous acceptez les conditions qui sont celles du régime et celles de ses alliés, notamment russes, ou alors, vous voyez ce qu'on fait, notre plan est, au lieu de dire, si vous n'acceptez pas, on va bombarder, enfin, la manœuvre était très évidente dès le départ, c'était soit pour pousser justement la délégation de l'opposition à se retirer, et dire, comme ils l'ont fait d'ailleurs, que ben voilà, ils ne veulent pas la paix un peu à l'israélienne. Il y a des gestes vraiment qui font penser énormément aux négociations palestino-israéliennes par moment. Et dans le même temps, on attaque militairement pour montrer que voilà, c'est ça, on est les plus forts et bon, il vaut mieux que vous arrachiez quelques avantages sur la table de négociation parce que sinon vous allez tout perdre sur le terrain. Nicolas Hénin, comment est-ce qu'on comprend le jeu russe en fait dans cette période, puisque la réponse des Russes à l'administration américaine et à John Kerry, qui demandait d'agir pour freiner son allié syrien et pour revenir à la trêve, c'est de dire oui, mais il faut néanmoins faire que 2 groupes rebelles soient interdits, les groupes Haram el-Sham et Jaish al-Islam, donc vraiment insister sur cet aspect du djihadisme. Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie un peu globale de la Russie, ou est-ce que
que c'est encore plus compliqué que ça? Ça s'inscrit tout à fait dans la stratégie russe et cela révèle, et là aussi on retrouve ce qu'expliquait Hala à l'instant, hein, dans de curieux parallèles entre la crise israélo-palestinienne d'une part, qui est une crise gelée, paralysée, parce que l'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies est engagé aux côtés d'un des acteurs et empêche tout compromis parce que fausse le jeu d'une certaine façon. Israël-Palestine et États-Unis, et dans ce cas-là, la Russie, qui est plus encore que le soutien américain pour Israël, qui est un soutien, une espèce d'énorme amitié, d'agence majeure. Là, on a, en ce qui concerne, Damas étant en guerre, on a plus encore qu'un soutien diplomatique, politique, stratégique, on a une situation de co-belligérance. Il est illusoire de penser que l'on puisse voir dans Moscou des intermédiaires pour des négociations à partir du moment où Moscou, de façon ouverte, ostensible, s'est placé aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad comme pleinement partie prenante dans cette guerre. De même d'ailleurs que l'Iran, hein, je vous renvoie à un très beau reportage de Jean-Pierre Perrin dans Libération il y a quelques jours, qui a visité un cimetière des martyrs de l'intervention iranienne en Syrie. On manquait de chiffres jusqu'à présent. On a désormais ce chiffre terrible, 30 000 hommes en armes, miliciens, soldats iraniens ont été tués depuis le début de l'intervention iranienne en Syrie. Cela donne donc des soldats une qui image envoient auprès du régime de Bachar el-Assad pour soutenir le régime. En situation donc, de co-belligérance, on a une espèce d'alliance. Et c'est ce qui rend cette situation syrienne tellement terrible. Les Syriens sont chaque jour, plus que la veille, dépossédés de leur propre crise même. Puisque de plus en plus on a des jeux d'influence, y compris au sein des propres camps, puisqu'on voit aussi une compétition russo-iranienne, on voit aussi une compétition entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc au sein de chacun des camps, on a les parrains, les protecteurs qui ont assez peu à faire du bien-être des Syriens, de part et d'autre, rappelons-le, mais qui juste profitent de cette espèce de vaste terrain vague qui est devenu la Syrie, ouvert à tout vent, ouvert à toutes les influences, pour pousser leurs acteurs, pousser leurs jeux et leurs influences régionales et régler leurs comptes. Dans ce contexte, Alep, sa valeur symbolique, sa valeur stratégique, quelle est-elle exactement? Parce qu'on voit bien cette série d'éditoriaux et d'articles un petit peu dans la presse arabe, des journaux comme Al-Hayat, depuis un certain temps, qui parlent d'Alep comme un tournant, finalement, dans la crise syrienne. On se souvient de l'été 2012, où à ce moment-là, on pensait plutôt que c'était l'offensive des révolutionnaires syriens, de l'armée syrienne libre, qui pouvait éventuellement permettre à l'ASL de l'emporter. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est le régime qui lance en fait son aviation et ses soldats pour une offensive à Alep. Quelle est la valeur réelle, stratégique et symbolique de cette ville? Elle est énorme. Alep, c'est d'abord, c'est la deuxième ville de Syrie, c'est la capitale économique, c'est un poids colossal. Et puis, en plus, Alep, c'est un mythe, c'est une histoire, c'est la ville, c'est la rivalité entre Alep et Damas pour savoir quelle était la ville la plus ancienne, mais c'est une des villes les plus anciennes du monde, avec des millénaires. Ça, c'est pour Alep. Quand je vois maintenant des campagnes sur les réseaux sociaux en disant, c'est très émouvant d'ailleurs de dire, je suis un Palestinien d'Alep, je suis un Algérien d'Alep et je suis un Libanais d'Alep. Alep, c'est vrai qu'il y a une charge historique, émotionnelle, culturelle pour Alep assez particulière, y compris d'ailleurs parmi les Français. Ceux qui en sont allés à Alep sont différents de ceux qui ne sont pas allés à Alep. Ça, c'est il y a quelque chose là. Maintenant, sur le plan actuel et stratégique, alors cette grande ville qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la Turquie, 60 kilomètres de la frontière turque, qui est divisée depuis, comme vous le rappeliez, depuis 2012 en deux pratiquement, une partie tenue par l'insurrection, une autre partie toujours par le régime.
Oui, avec une multiplication quand même des fronts, avec l'État islamique qui rentre, qui ressort. Oui, et ça comme c'est dans la région d'Alep. Je parle Et dans puis la avec une ville. zone kurde importante Voilà, qui est dans la neutralisée ville, d'une oui, certaine on façon. va simplifier, il y a grosso modo ça. Alors, si on veut parler de toute la région d'Alep, c'est-à-dire d'Alep jusqu'en haut de la frontière turque, alors là, on a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il y a en effet une grande partie à l'est qui est tenue par l'État islamique, une partie par les Kurdes qui essayent de se faire un passage, enfin bon, et diverses factions. Mais pourquoi tenir Alep? Alep, ça fait quand même 2 ans que régulièrement, maintenant c'est un peu plus fort peut-être, la menace de l'encerclement d'Alep, de l'encerclement donc de la partie tenue par l'opposition à Alep, remonte à chaque fois. Et ça ne se fait pas. Et quelque part, on intervient, non, il faut garder Alep, etc. Moi, j'étais à Alep exactement l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. On a pris cette fameuse route de Castello dont tout le monde parle, qui est la dernière route praticable pour l'opposition entre la Turquie et qui mène à Alep. Et ils se dit, ça peut disparaître d'un jour à l'autre. Cette route peut disparaître. C'était en mars 2015. Donc bon, 1 an après, la route est encore là et on est encore en train de se disputer, enfin de se battre sur cette route. Pourquoi? Parce que depuis le temps que Alep, le siège d'Alep arrive, est en train de monter, cours, oui. les gens d'Alep ont pris toutes les dispositions. Et qui reste, parce que la 250 000 quand même, 250 000 personnes qui habitent aujourd'hui encore à Alep. Non tenue par le régime d'Alep, enfin les civils ont largement parti, ont largement fui. Et il faut d'ailleurs, je pense, au-delà des mouvements tactiques, je pense qu'il est important de revenir vers la stratégie globale, qui est celle du régime. Le régime ne souhaite pas finalement faire de concessions, ne souhaite pas organiser sa propre succession, puisque c'est le propre d'un régime que de ne pas accepter d'être remplacé par un autre, et de ne pas accepter de succession qui ne viendrait de lui-même. C'est comme si on demandait à un monarque de choisir quelqu'un qui ne soit pas son fils. Enfin, soyons sérieux un petit peu. Et puis, donc, pour cela, comme il est confronté à une insurrection qu'il a décidé de communautariser, il se retrouve dans la situation où, il doit se débarrasser de à peu près 80% de la population de son propre pays. Se débarrasser par 3 moyens, soit les tuer, soit donc tous les moyens sont militaires ou sécuritaires en tout cas, soit il va les tuer. L'immense majorité des 300 000 morts, 200 000 disparus actuellement que l'on compte à la louche depuis le début du conflit sont des Arabes sunnites. Soit il va les clientéliser. Il y a de fait un certain nombre de franges, notamment un peu de bourgeoisie sunnite de Damas qui affiche une passivité bienveillante, voire pour plein de raisons, une vraie complicité avec le régime, soit les pousser à fuir. Et c'est là que l'on a parmi les 12 millions de déplacés et réfugiés, on a là aussi une immense majorité d'Arabes sunnites. L'idée, c'est de rectifier cette balance démographique en la faveur du régime. En la faveur du régime. Mais pour bien comprendre le moment en fait, dans lequel on est aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre, cette offensive à Alep, est-ce que c'est justement le basculement que le régime attend? Est-ce que c'est le basculement militaire? D'un côté, une stratégie irano-russe alliée à Damas de temporisation au niveau de négociation, de refus et de l'autre côté... Je crois que, on redisait l'importance d'Alep, c'est que quelque part, il y a évidemment le moment des négociations, que il fallait casser et montrer qu'il fallait imposer ces conditions aux négociations. Quelque part, ce gros morceau qui est Alep, aussi bien pour les Russes que pour les Iraniens, que pour les Hezbollah, parce que ça fait des années qu'ils ont leur force sur le terrain à Alep. Moi, je sais que les combattants d'Alep me disent mais on n'est jamais face à des Syriens. On se bat, ils les voient, ils en capturent quelques-uns, ils en tuent, enfin bon. Et pourquoi c'est clair qu'il y a certainement beaucoup plus de combattants étrangers du côté du régime que du côté de l'opposition et des groupes djihadistes. C'est un petit peu la furie. Enfin, on a davantage de djihadisme chiite et voire chrétien, si l'on peut dire, que de djihadisme sunnite aujourd'hui en Syrie.
je crois que quand on veut remettre en selle ce régime, ce qui est la volonté des Russes et des Iraniens, et du régime lui-même bien sûr, cette grande ville essentielle au nord, proche de la Turquie, etc., c'est une façon. Il ne faut pas oublier que le régime aujourd'hui ne contrôle toujours pas plus de 30 à 40% du territoire syrien. Donc, la reprise de cette grande ville est quand même essentielle pour réaffirmer que ce régime tient le pays, qu'il peut survivre, qu'il a les moyens de reprendre, ce qui est tout à fait encore à voir. Ils n'ont pas encore pris Alep. Ils n'arrivent pas beaucoup à avancer dans les... Et j'ai eu d'ailleurs un militaire il y a quelques jours qui me disait c'est parce qu'ils arrivent... Côté rebelle, non, côté régime, il ne me parle pas beaucoup. Mais qui me disait, quand ils se sont déchaînés par les airs, qu'ils ont bombardé les hôpitaux le 28 ou le 29 avril, là, il y a quelques jours, c'était justement parce qu'ils n'arrivaient plus à avancer sur les fronts. Ils n'arrivaient pas du tout à avancer sur les fronts. Et bon, c'est peut-être un élément qui compte. Alors, ces derniers jours, on a plusieurs rapports, dépêches, informations sur le fait que certains groupes rebelles, on les appelle toujours groupes rebelles sans vraiment spécifier, bombarderaient eux aussi des hôpitaux civils de l'autre côté, en fait, dans les quartiers favorables au régime syrien. Qui sont-ils, ces groupes rebelles? Est-ce qu'on peut les distinguer? Est-ce qu'on peut les nommer clairement? Est-ce que c'est l'armée syrienne libre dont on parle, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt les groupes djihadistes que les Russes voudraient vouloir classer comme tels? C'est un mélange, sachant que même parmi les groupes djihadistes, il y a des groupes qui ne sont pas considérés comme terroristes. Vous voulez dire par l'OTAN, par les États-Unis, par l'Union européenne? Par l'ONU principalement, dont on peut considérer qu'elle va faire consensus en matière de désignation par la communauté internationale d'un groupe terroriste. Qui sont ces groupes rebelles qui bombardent les hôpitaux aussi au moyen de roquettes? Alors cette histoire, bon, ça fait quelques jours que ça fait grosse polémique, les bombardements d'hôpitaux. Alors, je vous dis toutes les versions que j'ai entendues. Évidemment, ça a été, comme par hasard, au lendemain du bombardement d'un hôpital qui a fait beaucoup de bruit internationalement, qu'on dit nous aussi, on a eu un hôpital bombardé et des gens tués. Alors bon... version régime, c'est l'AFP Beyrouth quand même qui relaie ce genre d'informations. Oui, l'AFP Beyrouth n'est pas sur place. Et bon, elle a différents correspondants qui ne sont pas nécessairement des journalistes très rigoureux. D'accord, donc c'est des informations. Les informations de l'AFP à Beyrouth, oui, malheureusement, oui. Mais de manière générale, parce qu'il y a pas non, pas de manière générale. Pas de manière générale, mais quand on suit le terrain de très près, qu'on a des sources d'informations proches, des fois, on voit que l'AFP n'est pas très précis. C'est juste ça. Non, ce que je veux dire, c'est que côté régime, on a dit cet hôpital a été bombardé. Côté opposition, alors moi j'ai trouvé les choses très différentes. Les lignes de front, oui, certains groupes disent bah oui, on a bombardé. Là, il y avait que des officiers, on n'avait absolument pas de cibles civiles, on a tué que on en a même fait prisonniers. D'autres qui racontent que cet hôpital est vraiment très très loin de la ligne de front et que de toute façon n'importe quel groupe rebelle n'a pas les armes pour arriver jusque-là. Ils ont accusé certains groupes justement iraniens ou non syriens qui se battent du côté régime d'avoir par erreur ciblé ces hôpitaux, enfin que c'est donc moi ce que je dis c'est que je ne sais pas. Ça a été déjà le cas par le passé. Moi, j'ai vu de la part de la propagande et du régime et russe, donc sur les médias russes en ligne, dont on connaît la puissance et les biais. J'ai vu des annonces du bombardement de cet hôpital dont les photos étaient des fakes démontrés. Des fausses photos. Donc des photos d'événements qui s'étaient passés à d'autres endroits, à d'autres moments, parfois même dans d'autres villes. Donc ce que vous me dites là, concrètement, c'est que les rebelles ne font pas de victimes civiles, c'est ça? Si, bien sûr que si, évidemment. Et même des crimes de guerre, certainement. Il faut reconnaître, enfin, ne jouons pas les bisounours. Je pense que l'ensemble des acteurs, dans à peu près n'importe quelle guerre, à un moment donné,
commet un crime de guerre. Qu'il convient évidemment de condamner parce que l'humanité s'est dotée de lois de la guerre et il est absolument scandaleux de les violer. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on va se retrouver poser une accusation et soutenir une accusation qu'il faille pour autant tomber dans un rapport d'égalité. Quand bien même les rebelles auraient bombardé, et même volontairement, cet hôpital, on serait face à un cas d'hôpital bombardé, face à des dizaines d'hôpitaux bombardés. Quand on regarde la carte et la façon dont les structures de santé, à travers tout le nord syrien en particulier, ont été bombardées, ont été visées d'une façon volontaire, c'est au point que Médecins sans frontières, qui soutient un certain nombre d'entre elles, un certain nombre de dispensaires de structures de santé, a cessé de transmettre les coordonnées de ces les points GPS, donc des structures qui soutiennent aux autorités russes. Vous voyez, il faut quand même. C'est un petit peu comme après l'histoire de Kunduz. À Kunduz, très probablement, l'armée américaine a commis un crime de guerre. Le problème, c'est que c'était une fois. Et aujourd'hui, il y a eu un rapport d'enquête, il y a eu des explications. MSF est sans doute assez peu satisfait des explications qui ont été fournies, mais je pense qu'MSF va continuer, je présume qu'MSF continue de fournir les coordonnées GPS des points de ces structures de santé en Afghanistan aux autorités américaines. Aujourd'hui, le ciblage est tellement systématique en Syrie que c'est l'inverse qui se produit. Et de toute façon, on se retrouve face à une propagande tellement abjecte en face entre les autorités russes qui disent que c'est pas nous, c'est les États-Unis. Quand il y avait eu en novembre dernier déjà une structure un hôpital de MSF qui avait été bombardé dans le nord syrien, on avait eu d'un côté le régime qui avait dit c'était une frappe américaine. Et ensuite, les Russes qui avaient dit oui, mais c'était un hôpital qui était à un poste de la DGSE et par conséquent, c'est bien fait pour eux. Face à une telle dose de mensonges, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même rappeler les bases, les proportions. D'accord, de 1 à 10, donc on l'a bien compris, de 1 pour des dizaines. Dans ce cadre-là, comment on fait en fait pour protéger les civils? Est-ce qu'on demande l'instauration d'une no-fly zone, comme ça a été le cas de beaucoup de fois, et notamment encore cette fois-ci pour Alep? Quelle est la solution? Une no-fly zone ne peut être installée qu'avec un consensus du Conseil de sécurité. Mais ce serait une solution à la Kobani? C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps une des solutions essentielles. On rappelle, je crois qu'aujourd'hui, on l'a rappelé. Aérien pour empêcher l'aviation. Comme ça s'est passé en Irak, qui a limité les dégâts, notamment de l'afflux de population. C'est empêcher, interdire à l'aviation agressante de survoler à une zone, et c'est une résolution internationale qui dit que de telles zones, c'est bien délimité géographiquement, il ne doit pas y avoir d'avions qui passent. C'est la première revendication de l'opposition syrienne. C'est ce qu'on appelle la protection des civils. C'était une des premières revendications qui jamais n'a été prise au sérieux. Jamais n'a été proposée. Et elle est responsabilité très particulière de Barack Obama sur ce dossier. Elle est revenue plusieurs fois. La Turquie l'a encore ressorti il y a 1 an en disant justement moi je ne peux plus recevoir de réfugiés, faisons une no-fly zone le long de la frontière qui dégagerait une partie des forces de l'État islamique qui tiennent la frontière turque, qui dégagerait les combats, qui empêcherait l'aviation de Bachar al-Assad de venir bombarder et qui accueillerait les réfugiés, où on pourrait les entasser. Maintenant, ils sont entassés, les pauvres, mais avec les avions en plus. Et ça a été
complètement rejeté par les Américains. Pourquoi? Comment on explique le fait que Barack Obama et l'administration Il y a américaine soient si réticentes il y a clairement à bouger sur ce point? Il y a clairement eu des pressions très importantes de la part des Russes, exercées notamment de la part des Russes, hein, puisque une telle no-fly zone, encore une fois, implique, si on veut respecter le droit international, après on peut toujours intervenir à l'américaine en 2003, hein, mais si on veut respecter le droit international, implique une résolution du Conseil de sécurité, résolution qui a été bloquée à plusieurs reprises. Des résolutions de condamnation, toutes les résolutions sur la Syrie ont été bloquées par les délégués russes. Et donc, avec sans doute les échos qu'il avait, les analyses du State Department qui lui disaient c'est pas la peine de poser le truc sur le tapis, la question sera de toute façon écartée, les Russes bloquent. Obama n'a pas souhaité aller au bras de fer, aller à l'affrontement avec les Russes. Il a décidé de sacrifier en quelque sorte les Syriens sur l'autel de sa lâcheté. Qu'est-ce qui lui reste comme marge de manœuvre aujourd'hui? On voit Kerry qui se rend à Genève pour essayer de faire avancer les choses, qui discute avec les Saoudiens qui, eux, par contre, sont carrément partisans d'envoyer des troupes au sol. Donc on est quand même dans un écart assez important de positionnement. C'est aussi dramatique, hein, puisque ça ne ferait que rajouter une espèce de surcouche dans cette espèce de salade de guerre par procuration qu'on a déjà en Syrie. L'envoi de troupes de la région, quelle qu'elle soit d'ailleurs, serait en soi une erreur. À part d'ailleurs les Saoudiens, personne n'y est favorable. Non, donc les Saoudiens, c'est un coup de pression aussi, hein, je ne les vois pas non plus envoyer des troupes au sol après leur expérience au Yémen qui n'était pas très concluante. Oui, qui est c'est pas demain la veille qu'ils pourront envoyer des troupes au sol en Syrie, mais je crois que c'est juste, histoire de hausser le ton un peu, de dire aux Américains qu'il faut qu'ils réagissent, parce que c'est vrai que Kerry s'est montré, on va dire, apathique, conciliant avec les Russes. Hein, il a un peu, les Russes faisaient tout, et puis après, venez, vous voulez valider, monsieur Kerry? Oui, ouais, à une virgule près, oui. Ça a été ça depuis quelques semaines, hein, depuis quelques mois. C'est les Russes qui sont à l'initiative, et les Américains, ils sont bien débarrassés. Tant mieux, les Russes sont en train de travailler sur l'histoire syrienne, et nous, on valide. Ça veut dire qu'on va avoir d'autres Alep qui vont se reproduire, d'autres massacres, d'autres victimes civiles encore. On est là, ça fera que là, on est entré dans la 6e année et ça sera la répétition. Il y a eu plusieurs Homs, il y a eu plusieurs Alep, plusieurs massacres, il y a eu plusieurs gros. Cela dit, j'ai quand même le sentiment, je ne veux pas faire de pari, hein, j'avais juré que je ne ferais plus aucune prévision sur la Syrie, mais que maintenant, quelque chose est enclenché, qu'on ne veut plus, que les Russes en premier ne peuvent pas se permettre de rester dans un statu quo. Que tout ça s'embourbe. Alors, je ne dis pas à quel Pourquoi? Parce que les Iraniens ont perdu trop de soldats? Parce que les Russes ont besoin aussi de sortir de la crise? Je ne les vois pas non plus réussir à sortir de l'embourbement. C'est vrai. Il y a toujours le cycle de négociation qui est toujours en cours, selon l'envoyé spécial de l'ONU, qui a encore appelé les deux présidents à le réanimer. La stratégie dans laquelle les Russes sont actuellement en train de s'embarquer, c'est une stratégie relativement tchétchène. En l'occurrence, bombardement massif, destruction du pays, et puis des ruines, enfin la version russe du chaos créatif des néocons américains. Une fois que le pays est détruit, que la société est en pièces, eh bien, on va piocher, probablement d'ailleurs, ce qui serait follement cynique, c'est un leader islamiste, sunnite, client, mafieux. Voilà, qui sera un Kadyrov syrien, qu'on placera à la tête en lui disant tu viens de leur communauté, on te laisse le jouet, c'est toi qui gères. Mais vous, néanmoins, dans cette idée qu'on est dans un moment un peu clé, que les acteurs ne peuvent plus accepter un statu quo, à quoi vous pensez? À quoi vous faites référence comme élément déclencheur pour penser pour remettre un tel avis? Non, je dis encore une fois, c'est les Russes qui voudront aller vite, que le reste du monde en a un peu marre du problème syrien, surtout de ces débordements, c'est-à-dire ces débordements terroristes et réfugiés. Et c'est dans ce sens-là. Jusque-là, le conflit syrien, tant qu'il ne débordait pas trop,
hein, que c'était que les Syriens qui s'entretuaient, ou qui étaient tués, ou qui étaient massacrés, peu importe. On arrivait, ça suscitait un peu d'émotion, mais pas plus. Maintenant, ça commence à déborder plus, on n'arrive plus à le contenir. C'est l'idée qu'en fait, finalement, le chaos syrien a permis voilà, l'arrivée de l'État islamique massif en Syrie, alors qu'avant il était plutôt restreint à l'Irak. Et si ce chaos, se prolonge, l'État islamique en Irak était quand même dans un état assez fétal. Hein. Il avait été pratiquement détruit par Petraeus dans les dernières années de l'occupation américaine de l'Irak. C'était l'un des rares succès dont les Américains pouvaient se prévaloir au moment où ils sont repartis. Du fait de l'autoritarisme et du sectarisme de Maliki, l'insurrection donc Al-Qaïda en Irak avait recommencer à être actif, à exploser de nouveau au moment où il a gagné cette profondeur stratégique syrienne. Ça c'est sur le terrain irakien, sa permanence et son développement en Syrie. Il ne faut pas trop séparer les deux terrains. Les deux terrains vraiment se répondent, sont un miroir, il y a des mouvements. Il y a effectivement de chaque côté des spécificités très fortes, mais on est dans des vases communicants et il faut surtout garder bien les deux trajectoires, la trajectoire syrienne et irakienne bien en parallèle. L'idée qu'il faut mettre fin au chaos syrien, c'est donc aussi pour restreindre l'influence de l'État islamique. C'est ce que vous disiez. Et surtout, il faut travailler en même temps sur le chaos irakien et ne pas négliger, d'autant qu'on est quand même supposé avoir un gouvernement relativement allié au pouvoir autant que faire se peut à Bagdad, donc sur lequel on est supposé avoir un tout petit peu de levier d'influence, et il est évidemment nécessaire d'agir aussi à Bagdad en même temps que l'on cherche à apaiser ou à trouver une solution de transition à Damas. Nicolas Hénin, Ala Kodmani, merci. À bientôt sur Moyen-Orient Express. Merci.